Bonjour à tous. Écoutez, je suis extrêmement honoré de présenter cet e-atelier. Je voudrais remercier encore une fois les organisateurs de ces journées européennes de la Société française de cardiologie de nous donner l'opportunité d'animer cet e-atelier consacré à l'imagerie cardiovasculaire en période Covid. Alors, je voudrais d'abord vous présenter les deux orateurs, le professeur Stéphane Lafitte, qui est cardiologue au CHU de Bordeaux, et le docteur Nicolas Dey, qui est réanimateur à l'hôpital de Lariboisière à Paris. Alors, je voudrais aussi rappeler que cette session est soutenue par General Electric Healthcare, que je remercie sincèrement. Alors, on va parler donc d'échographie, d'échocardiographie en période Covid et des différentes modalités qui peuvent être utilisées dans cette situation. Alors, sans plus tarder, je voudrais donner la parole donc au professeur Stéphane Lafitte, donc cardiologue au CHU de Bordeaux, qui va nous parler des échographes ultraportables et de la place qu'ils peuvent avoir dans cette pathologie. Alors, professeur Lafitte, on vous écoute avec grand intérêt. Bonjour, je suis Stéphane Lafitte du CHU de Bordeaux et j'ai le plaisir de traiter le sujet de l'échographie portable et notamment dans cette période de pandémie Covid-19. Voici ma première diapositive de conflit d'intérêts. Et effectivement, pour entrer dans le vif du sujet, l'échocardiographie est un sujet, parmi tant d'autres, vous me direz, mais est un sujet qui a été affecté par la pandémie Covid-19 et pour des raisons toutes simples, qui sont celles de l'atteinte cardiaque qui a été diagnostiquée, on l'a bien compris, comme une atteinte virale potentielle. À partir de là, plusieurs questions se sont posées en termes d'utilisation et d'usage de cette technique échocardiographique avec des entités réelles, notamment comme l'accessibilité de la technique, la transportabilité du matériel, la fiabilité du dispositif et enfin le nettoyage du système échocardiographique qui a fait plusieurs publications et dont ce titre que j'ai retenu dans la littérature, publié dans Clinical Medicine Journal, qui faisait état de l'arrivée du potentiel de l'échographie portative à travers ce Covid. Et c'est vrai que quand on regarde les publications, un certain nombre existent sur le sujet, notamment pour faire état du côté très maniable de l'échographie portable, notamment ici à travers les tablettes, pour répondre notamment aux questions de décontamination du matériel, jusqu'à la British Society of Echocardiographie qui a émis il y a quelques mois des recommandations quant à l'usage de l'échocardiographie et de l'échoscopie, notamment dans ces environnements Covid. Et tous ces éléments vont faire revisiter totalement l'usage de l'échographie portative ou l'échoscopie, puisque maintenant, ça fait plus de 10 ans que les appareils sont sur le marché et qu'ils n'ont fait que bénéficier année après année de multiples améliorations technologiques, de la miniaturisation jusqu'à la qualité d'image qui en a bénéficié. Vous voyez ici une série de publications jusqu'à nos premières publications sur le sujet dans les années 2010-2011, validant la technique sur différentes thématiques en cardiologie, mais également les dernières publications les plus récentes montrant l'usage dans n'importe quel pays au monde et parfois les pays les plus sensibles en matière de diagnostic, comme cette échoscopie étant un outil en tout cas à ne pas négliger pour différentes raisons, et notamment une des premières raisons, c'est la qualité d'image obtenue par ce type d'outil. Et vous le voyez ici, tant sur la qualité de détection d'endocarde pour une évaluation de fonction ventriculaire gauche, du vasculaire avec un anévrisme thrombosé, mais également un épanchement péricardique, mais également sur la qualité Doppler. On voit que l'échoscopie n'a rien à envier vis-à-vis des appareils conventionnels d'échocardiographie. Alors, les innovations, je vous en parlais. Les innovations, c'est notamment ici une sonde à double tête qui va nous permettre d'analyser la sphère cardiaque, mais également
les axes vasculaires. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être particulièrement intéressant à la recherche de phlébites, notamment au niveau périphérique. D'énormes progrès ont été réalisés en matière de portabilité, notamment de durée de vie des batteries qui permettent de multiplier les examens en toute autonomie et à plusieurs reprises. Et puis, cette dernière innovation que je trouvais particulièrement intéressante, c'est celle de l'aide à la mesure de la fraction d'éjection de façon totalement automatisée, comme vous le voyez là, avec une détection de l'endocarde qui fonctionne plutôt correctement. Une innovation à ne pas mettre de côté, c'est tout ce qui est connectivité. En effet, de par l'accès, que ce soit en réseau non filaire Wi-Fi ou cellulaire, eh bien, les dispositifs ont accès aux nuages qui permettent d'envoyer des images, de les sauvegarder et éventuellement de les partager de façon différée. Alors, bien évidemment, ces progrès ont amené à l'intégration au sein des sociétés savantes d'imagerie, notamment l'EACVA ici, de cet outil échoscopique qu'il faut vraiment, encore une fois, je maintiens, différencier de l'échocardiographie classique, avec ici en 2018 la rédaction d'un corps curriculum et d'un corps syllabus qui place vraiment l'outil échoscopique comme une technique à part et avec des caractéristiques totalement spécifiques, et notamment dans les indications et la réalisation de l'examen. Vraiment, c'est un travail très intéressant ici qui est proposé par le ACVI. Parallèlement, se pose la question de l'enseignement de l'échoscopie. L'échoscopie, on comprend, ce n'est pas de l'échocardiographie avec cet apprentissage à travers les diplômes universitaires notamment. Ici, l'échoscopie, c'est quelque chose de totalement différent qui va cibler certaines questions très très particulières comme une fonction ventriculaire gauche, une fonction ventriculaire droite, un épanchement péricardique. Et il a été proposé notamment ici par l'équipe du CHU de Tours des programmes totalement adaptés, extrêmement courts mais particulièrement efficaces, notamment parce que ces programmes s'appuient sur l'association de mannequins de simulation qui permettent en quelques heures d'acquérir les coupes de référence, mais également d'interpréter les principales images pour ces diagnostics focalisés. Alors, on peut se poser la question des prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est transférer la connaissance cardiologique en échoscopie vers des professions non cardiologiques, médicales tout d'abord, avec pourquoi pas des médecins généralistes qui seraient formés à l'échoscopie, mais également des infirmières, et nous avons une expérience sur Bordeaux depuis de 30 ans de formation des infirmières en échocardiographie, on sait que ça fonctionne. Mais en parallèle du fait de former ces compétences particulières, on pense que ce qui sera l'élément vraiment révolutionnaire, ça sera d'avoir un accès direct en temps réel aux images avec un spécialiste. C'est ce qui est représenté sur cette diapositive qui permettra à tout moment de partager en temps réel les images pour un diagnostic qui sera fait à distance par le spécialiste. Donc, vous voyez, des publications sont déjà de cours dans la littérature. Donc, c'est vraiment ce qui sera le point caractéristique des prochaines années. Voilà, et cela me permet de conclure avec cette diapositive, finalement, puisqu'en 1816, l'ANEC a inventé le stéthoscope, et c'était déjà en soi une révolution, et bien en 2020, et notamment parce que le Covid nous y pousse, et bien il faut aujourd'hui véritablement penser l'échoscopie comme un élément d'investigation à inclure au sein de l'examen clinique, et notamment pour ces patients en isolement. Je vous remercie de votre attention. Professeur Lafitte, merci beaucoup pour cette présentation richement illustrée. Je pense que vous avez bien présenté certains avantages des échographes ultraportables. On a toujours peut-être tendance à opposer les échographes ultraportables avec les échographes plus lourds. Je pense qu'en réalité, c'est peut-être deux techniques qu'il ne faut pas opposer, mais qui doivent se compléter. Vous pouvez peut-être dire un ou deux mots là-dessus? Oui, c'est ce que j'ai voulu illustrer dans la présentation, c'est que on utilise volontairement le terme échoscopie pour désigner une réalisation d'un examen cardiologique par ultrason de façon très focalisée sur quelques items spécifiquement, et non pas la réalisation d'une exploration globale, totale, comme nous le réalisons avec une échocardiographie Doppler standard.
Et notamment, ce que l'on peut souligner, c'est que dans la majorité des échographes portables, il n'y a pas la fonctionnalité Doppler pulsé ou Doppler continu. Je parle pour la majorité d'entre elles, ce qui les différencie quand même de façon assez notable. Il y a aussi deux points qui sont, à mon avis, extrêmement importants. C'est que dans cette pandémie Covid, on était extrêmement inquiet, bon, on l'est toujours, sur la transmission de l'échographe et sur des mesures d'hygiène qui devaient être prises. Et je pense que les échographes ultraportables, dans ce contexte, étaient parfaitement adaptés pour pouvoir aborder des patients et pour pouvoir désinfecter très, très facilement les machines par la suite, ce qui n'est pas du tout le cas avec des machines conventionnelles. Et puis l'avantage des ultra portables, encore une fois, c'est que c'est la machine qui va au patient et non pas l'inverse. Exactement, c'est effectivement une solution qui semble idéale en tout cas, pour autant que la qualité d'image ne soit pas limitée, et c'est véritablement le cas aujourd'hui avec ces appareils-là. Donc il n'y a pas de compromis en matière diagnostique. Et à partir de là, effectivement, tout dispositif qui permettra de limiter la transmission virale sera la plus efficiente, la plus confortable pour les patients notamment. Très bien. Mais écoutez, professeur Laffitte, je vais encore vous remercier pour votre intervention extrêmement didactique. Puis on va passer à la deuxième intervention là, qui va être conduite par le docteur Nicolas Dey, qui est réanimateur à la Riboisière, donc, qui est un ami, alors je le salue, et qui va nous parler de la place de l'échocardiographie dans la maladie Covid, avec l'échographie ciblée, l'échographie générale, quelle place de cet examen dans cette pathologie. Nicolas, on t'écoute avec beaucoup d'intérêt. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation qui va me permettre de vous parler donc de l'imagerie cardiovasculaire en période Covid, pour qui et pourquoi, et on va faire donc l'échographie transthoracique. La question est, est-ce que c'est complet, focalisé, quels sont les paramètres? Premièrement, beaucoup de publications en un an depuis le Covid, 348 dans PubMed, c'est bien sûr beaucoup, et notamment cet article de Hart qui reprend le mécanisme, bien sûr, d'action de ce virus sur l'ensemble des cellules avec le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensin, et bien sûr son action délétère sur le cœur qui fait intervenir l'hypoxie, bien sûr, au premier rang de l'infection Covid-19, l'hyperinflammation et les lésions myocardiques directes. Dans ce même article est détaillé tous les types de lésions que l'on peut rencontrer. Alors en haut à droite, eh bien, bien sûr le cœur droit, avec le cœur pulmonaire ou le cœur droit lié à l'ARDS. Vous voyez les pourcentages ici de survenue, c'est donc assez fréquent. Et également, bien sûr, l'embolie pulmonaire dont on reparlera un peu plus tard avec une incidence importante. À côté, on a les lésions de myocardie, avec des lésions bien sûr non ischémiques, avec des dysfonctions VG qui apparaissent donc dans un nombre non négligeable de cas, de l'inflammation, des anomalies à l'échographie en strain, de la dysfonction VG bien sûr. Et puis on a toutes les autres lésions en bas à gauche, les anomalies diastoliques on va dire, avec les diminutions, les heart failure avec de la fraction d'éjection préservée. Bien sûr, il peut y avoir des stémies chez les patients, mais aussi des non-stémies, comme par exemple le Takotsubo. On peut voir également des chocs cardiogéniques ou des chocs mixtes. Et puis en bas à droite, bien sûr, de la péricardite allant jusqu'à la tamponnade. Il y a bien sûr d'autres lésions myocardiques que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont quand même relativement fréquentes. Et donc, on voit que ce virus peut attaquer, entre guillemets, le cœur de diverses manières et que ceci peut être associé, que ces lésions dans le temps vont évoluer. Et bien sûr, l'échographie est au premier rang. Alors, cette publication est également importante puisqu'elle montre sur cette diapo l'incidence du Covid, bien sûr, très importante dans l'hémisphère nord, et des centres qui ont participé au registre échographique. Et l'on voit que les données elles sont européennes, France, Angleterre et bien sûr États-Unis. 1216 patients ont été colligés avec un nombre important d'examens faits sur une quinzaine de jours au mois d'avril sur ces patients Covid.
Premier élément important, eh bien, on voit que des anomalies de l'échocardiographie sur ces 1200 patients, eh bien, en sont retrouvées dans 55% des cas. Ça peut toucher le ventricule gauche, le ventricule droit, un infarctus, une myocardie qui sont diagnostiqués, etc., un Takotsubo, comme on vient de le voir. Mais donc, premier message, un nombre important de patients diagnostiqués rien que par l'écho. Et chez les patients, bien sûr, qui avaient des anomalies cardiaques préexistantes, vous voyez, 900 cas, eh bien, on retrouve à peu près cette moitié également de dysfonctions et d'anomalies à l'échocardiographie. Donc, c'est une donnée très intéressante. Alors, si on regarde les patients qui ont des scans anormaux, enfin des échographies anormales par rapport à ceux qui ont des échographies normales, on voit qu'ils ont un âge différent, ils ont moins d'anomalies échographiques quand ils sont peu sévères. Bien sûr, quand il y a des comorbidités, ils ont plus de lésions. Et puis, évidemment, quand on suspecte des pathologies, et bien sûr, les échographies sont bien sûr plus anormales. Et puis, enfin, évidemment, quand on trouve une écho anormale, on fait bien sûr des modifications thérapeutiques. Ici, cette diapositive vous montrer justement les facteurs prédictifs indépendants d'anomalies du VG. C'est tout simplement un BNP et une troponine élevée. À l'inverse, les prédicteurs indépendants d'anomalies du VD sont la sévérité des symptômes liés à la Covid. On va passer rapidement sur cette diapo, qui sont en fait les anomalies échographiques et ce qu'on trouve à l'écho en fonction des différentes indications d'échographie. On retrouve la presque cinquantaine de pourcents global et qui est à peu près sensiblement identique, quelle que soit l'indication. Mais élément majeur, c'est que cette échocardiographie change le traitement des patients dans un tiers des cas, et ceci quel que soit le sous-groupe d'indication d'échographie ou la maladie, comme on le voit ici. Donc, apport net et clair de l'échocardiographie. Je voulais juste insister, nous, sur notre expérience à Lariboisière de deux pathologies majeures, la myopéricardite et ou la cardiopathie liée au sepsis, puisque l'on sait qu'elles sont très très proches. Vous voyez ici, il y a un nombre très important de publications qui sont reprises dans cette publication récente de l'équipe de cardiologie de Lariboisière. Et donc, c'est maintenant clairement prouvé que que la Covid-19 peut s'accompagner d'une myocardite. Donc, vous voyez ici, par exemple, un premier cas de myocardie qui fait suite à une patiente qui se plaignait d'amygdalite, alors qu'il y avait en fait de l'inflammation des amygdales, et donc qui a fait un gros syndrome inflammatoire de réponse systémique qui a évolué principalement sous noradrénaline seule, qui a permis la diminution de cet état de choc très vasoplégique avec des résistances donc très basses. Et on voit ici par contre l'épanchement péricardique qui a mis, lui, plus de temps à disparaître, mais la patiente a survécu correctement. Un deuxième tableau qui, lui, est vraiment une dysfonction myocardique prédominante, un patient qui a été mis essentiellement sous début et avec un petit peu de noradré. Et donc, on voit bien sûr que l'écho peut clairement aider à la quantification de l'état de choc. Ces deux patients ont survécu. Il est à noter que ces myocardites sont survenus à distance de la première infection à Covid-19, donc c'est à distance. Et ce patient ici que vous voyez faisait suite à un tableau digestif sur hydrocholécyste. Toutes ces publications sur les myocardites donc, sont nombreuses et je vous montre celle donc, de Lariboisière avec ici des anomalies qui sont retrouvées en histologie et à l'IRM en T2. Enfin, dernier élément, très important, la maladie veineuse thromboembolique. On a largement détaillé à Lariboisière avec des anomalies de la pro et de l'anticoagulation qui sont complètement anormales. Et bien sûr, l'élément important, ce sont des D-dimères très augmentés. Et notez que dans cette publication également de notre équipe, eh bien, on montrait qu'on pouvait arriver chez des malades intubés ventilés avec un une Covid-19 sévère à 47% de soit thrombose des membres inférieurs, soit même embolie pulmonaire. Je vous montre là ces quelques échographies pour terminer, ces ETO, montrant chez ce premier patient un tableau
malheureusement fatale d'embolie pulmonaire qui est survenue sur une thrombose des membres inférieurs pour cette patiente qui était sous ECMO et avec d'importantes thrombies dans les oreillettes résistant à la thrombolyse. Même chose pour cet autre patient avec, là encore, un thrombie qui traverse l'oreillette droite, qui s'insère même presque jusque l'infundibulum du VD sur cette ETO, et là encore, malheureusement, fatal malgré la thrombolyse. Je vais passer, nous avions fait un protocole pour essayer de diminuer les thromboses, l'incidence des thromboses, mais évidemment, ceci se fait aux dépens d'un peu plus d'accidents hémorragiques. Voilà, pour conclure, je vous remercie de votre attention et je dirais échographie, oui, pour tous, avec des ETO ciblés, comme j'espère vous l'avoir montré, et une échographie toujours aussi complète, qu'elle soit vasculaire et cardiaque, pour essayer d'améliorer le pronostic de cette maladie complexe et dont on aimerait bien voir sa diminution. Merci beaucoup de votre attention. Eh ben, docteur Dey, merci beaucoup pour cette présentation richement illustrée. Bon, on voit que, encore une fois, le Covid-19 est une maladie qui ne touche pas que le système respiratoire, mais qui peut aussi toucher d'autres organes, et l'atteinte cardiaque en est une parfaite illustration, vous l'avez bien montré. Alors, on voit que les indications de l'échocardiographie, elles sont nombreuses, elles sont même multiples dans le cadre de la pathologie Covid. Alors, je pense qu'il faut peut-être essayer de se donner un petit peu des rythmes de surveillance. Chez les patients les plus graves, les patients aux soins critiques, je pense que la surveillance échocardiographique, elle peut être peut-être quotidienne. Chez les patients qui ne sont pas en soins intensifs ou en soins critiques, quelle est la fréquence de surveillance que vous conseilleriez ? Merci beaucoup, Eric, pour cette question et ces compliments. En effet, le rythme de surveillance, c'est vraiment majeur et tu as tout à fait raison de dire que dans les pathologies les plus graves, et je pense aux états de choc ou aux myocardites, la surveillance est au moins quotidienne. Je dirais, pour les patients les moins graves, il est vrai que souvent, on a fait une échographie systématique à tous les patients initiales, et c'est vrai qu'en cas d'évolution favorable, on ne la refait pas. Pour les Dopplers sur lesquels j'ai un peu insisté, les Dopplers donc vasculaires veineux bien sûr, à partir du moment où on faisait une fois par semaine un contrôle, et bien sûr, surtout en cas de thrombophlébite périphérique. D'accord. Et en cas d'atteinte, tu as bien montré, Nicolas, que l'atteinte de la fraction d'éjection, bon, elle était extrêmement fréquente, sans pour être autant complètement importante dans certaines situations. Chez les patients qui ont une atteinte de la fraction d'éjection, je dirais modérée, qui ont une fraction d'éjection on va dire modérément atteinte à 40-45%, et qui ne sont pas hospitalisés en soins critiques, tu recommandes une surveillance se basant sur le BNP, sur la troponine ou quelque chose d'un peu plus régulier? Oui, tu as raison, la biologie est d'un apport majeur, hein, je pense l'avoir montré sur les publications. C'est vrai qu'on se guide beaucoup, par exemple, du BNP dont tu parles, ou de la troponine qui peut permettre justement de guider le rythme de nos échocardiographies. Mais comme tu le sais, on adore les échographies et donc parfois on en fait plus souvent que cela. D'accord. Bon, je pense que Nicolas, je vais te remercier pour cette présentation aussi qui était richement illustrée, qui a bien montré encore une fois, et je crois que c'est important de le souligner, que le Covid, ce n'était pas qu'une maladie respiratoire, mais ça pouvait toucher beaucoup d'organes et le cœur en particulier, que ce soit de façon directe par des myopéricardites ou de façon indirecte par le retentissement sur le ventricule droit, par exemple, d'une atteinte respiratoire. Bon, je pense que tout ça souligne les interactions et les intrications qui sont vraiment importantes entre toutes les disciplines et l'importance de pouvoir pratiquer de l'échocardiographie de façon très, très rapprochée, de façon très, très large, en plus chez ces patients. Alors moi, je suis un believer de l'échographie, de l'échocardiographie pour tout le monde, mais en étant toujours bien persuadé et bien conscient du fait qu'on ne fait bien que ce que l'on fait régulièrement. Et comme l'a bien montré le professeur Lafitte, je pense qu'il y a plusieurs niveaux qu'il faut garder en mémoire. Il y a le côté de débrouillage qui peut être en particulier assujetti à une surveillance ou à une supervision par un référent, puis des choses beaucoup plus complexes. Alors,
je sais pas que professeur Lafitte, vous en avez parlé un petit peu, là, c'est des choses extrêmement intéressantes. Vous disiez que les infirmières à Bordeaux, il y en avait beaucoup qui avaient été formées à l'échocardiographie, sont les infirmières du service de cardiologie, c'est ça? Vous pouvez détailler un petit peu ce propos? Oui, effectivement, depuis une trentaine d'années, sous l'impulsion de M. Roudot à l'époque, nous avons souhaité réaliser ce transfert de compétences vers les infirmières qui passaient systématiquement le niveau 1, c'est-à-dire l'attestation du diplôme interuniversitaire d'échocardiographie, et qui, une fois qu'elles étaient validées sur leurs connaissances théoriques et un certain niveau d'expérience pratique, rester malgré tout validé systématiquement sur chaque examen qui sont réalisés, mais la validation se fait a posteriori. Donc on a effectivement cette expérience et globalement on en est extrêmement satisfait puisque avec quelques années on voit que la compétence est vraiment à la hauteur en tout cas des souhaits et des nécessités diagnostiques en cardiologie. Oui, ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important. Le transfert de compétences est vraiment essentiel. Et donc, toutes les infirmières de cardiologie sont rompues à cette discipline, sont rompues à cette technique d'imagerie, ou c'est seulement certaines infirmières que vous ciblez? Alors, ce sont les infirmières du département d'échocardiographie. Et il y a eu deux phases. Une première phase où certaines étaient ciblées et formées. Puis on a voulu former l'ensemble des infirmières, c'est-à-dire un pool de 11 infirmières dans le service. Voilà. Après, ça dépend vraiment des motivations de chacun, de chacune, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une implication, un investissement pour que derrière, il y ait les acquis suffisants. Et c'est extrêmement intéressant. Et c'est une politique qui est limitée à Bordeaux, qui, à votre connaissance, est à diffuser dans beaucoup de centres d'échocardiographie français? Il y a un certain nombre de CHU, voire de cliniques maintenant, qui travaillent avec des infirmières qui sont formées. Il y a un cadre juridique qui existe et qui permet effectivement ce type d'approche qui devrait, à mon sens, être développé plus en amont, un peu à l'instar de ce qui se fait outre-Atlantique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le milieu, les échocardiographies sont réalisées non pas par les médecins là-bas, mais par des sonographeurs, qui est une spécialité à part entière. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire de la médecine. J'ai eu la chance d'être externe chez Jean-Philippe Lèbre, qui a été un des personnes qui a introduit l'échographie, en particulier le Doppler, dans le cadre de la cardiologie en France. Et je me souviens qu'il avait formé des techniciennes d'échographie. Alors, ce n'était pas tout à fait des infirmières, mais qui étaient extrêmement compétentes. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné. Et je pense qu'il faut le garder à l'esprit, il faut absolument le développer. Nicolas, vos soignants chez vous ont une expertise en échographie, enfin pas forcément cardiaque, ou bien ça reste la chasse gardée, le domaine de chasse des médecins? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il n'y a pas de chasse gardée. L'essentiel, c'est toujours de garder en tête de mieux soigner les patients. Et qui d'autre qui est proche du malade peut réaliser ces examens facilement. Donc moi, je comprends et je suis tout à fait favorable à ce que vous dites. Alors sinon, pour entrer un peu plus dans le détail, en effet, en cardiologie à Lariboisière, il y a quelques infirmières qui se sont spécialisées dans l'échocardiographie, mais évidemment, ça demande du temps, de l'énergie, des gens qui ont envie de faire ça. Nous, en Réa, par contre, évidemment, pour le moment, les infirmiers ne sont pas compétents en échocardiographie, mais commence maintenant, par exemple, à avoir des possibilités de poser des perfusions veineuses, périphériques sous échographie 2D standard par les petits ultraportables dont vous avez parlé. Et ça, je pense que ce n'est qu'un début et il faut que ça continue dans ce sens-là. Il faut en effet que les infirmiers qui sont vraiment au lit du malade puissent réaliser ces examens avec des appareils et des compétences, bien sûr, puisqu'il y a un nombre de cours théoriques et d'examens pratiques à réaliser. Et ça, vraiment, il faut que ça avance dans ce sens. Donc, je pense que c'est un sentiment qui est vraiment partagé, que c'est l'échocardiographie, enfin l'échographie en général, c'est le prolongement d'examens cliniques.
ça le prolonge, ça ne le remplace pas. Puis je crois que c'est vraiment une modalité d'investigation et puis d'aide aux gestes invasifs qui doit être développée. Il y a les perfusions, les poses de cathéter, les poses de sonde, les poses de drain. Je pense que c'est vraiment quelque chose, pour ma part, qui me semble évident. Je voudrais terminer, professeur Lafitte, là, sur un truc un peu plus pratique. J'ai fait l'acquisition d'un petit appareil ultra portable, comparable à ceux que vous avez présentés tout à l'heure. J'ai un gros problème avec la sécurisation de ce dispositif. On est toujours obligé de le cacher quasiment au fond d'un coffre. Alors, je voudrais savoir à Bordeaux comment vous faites, parce que moi, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Là, c'est assez simple. Je pense qu'on en a 2 ou 3 dans le service. Dans le service d'hospitalisation, il est dans le bureau du cadre avec un carnet et les personnes doivent noter le nom. Et les 2 autres sont dans le service des échocardiographies, dont un dans mon bureau. Donc, j'ai véritablement un œil dessus parce qu'il n'y a pas de solution à cette problématique. Oui, c'est un peu l'avantage des inconvénients ou les inconvénients de l'avantage. C'est vrai que c'est extrêmement portable. Ça peut se ranger dans une poche. C'est vrai que pour aller voir des patients dans les étages, nous, c'est un outil vraiment qui est précieux, mais qui est fragile et qui est très, très, qui peut disparaître très, 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 très simplement. Ça, on est vraiment confronté à ces questions-là qui sont des questions qu'on n'a pas su répondre, mais je crois que l'intérêt est tellement majeur que. Puis surtout, une des applications que vous avez montré, là, l'évaluation automatique de la fraction d'éjection, ça, c'est remarquable. Ça, je crois que c'est vraiment un point qui fait que c'est encore un outil qui va devenir complètement incontournable. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de majeur. Écoutez, je pense qu'il va me rester à remercier les orateurs, le professeur Stéphane Lafitte, le docteur Nicolas Dey pour leurs propos et pour cette discussion extrêmement intéressante. Je voudrais encore remercier les organisateurs de ces journées européennes de la Société française de cardiologie et puis remercier General Electric Healthcare qui a soutenu cet e-atelier. Alors, merci à tous. Je vous souhaite encore une bonne année, une bonne santé en espérant que le Covid nous laisse un peu respirer pour l'année 2021. Au revoir à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir.